vous avez répondu à cet appel. On vient démystifier le quatrième secteur, c'est quoi? Alors, chacun a ses propres expériences dans différents domaines, des activités plus ou moins dans des organisations qui sont pas établies de façon légale, comme de façon traditionnelle, comme une coop, une OBNL. On s'organise sur Facebook, on s'organise entre amis, on s'organise pour faire des activités communautaires, on s'organise pour produire du logiciel open source, on s'organise pour prendre des actions activistes. Tout ça, aujourd'hui, de plus en plus, on ne va pas créer une entreprise pour ces choses-là, on ne va pas créer une organisation classique, on se coordonne, on y va de même. Okay? Et donc, chacun avec sa propre expérience, on peut voir si on peut définir un concept. On a mis un tag là-dessus, le quatrième secteur, mais le nom n'est pas cloué. Puis on essaye de voir en quoi il est différent des autres choses qui existent. Donc, c'est quoi ces secteurs-là? On a le secteur public, le gouvernement. On sait comment il agit. On sait comment il est structuré, comment il est organisé. On a le deuxième secteur, qui est le secteur privé, qui est animé par la compétition. Alors, si on demande ces gens-là, mais être compétitif, c'est une vertu. Une compagnie, on dit, c'est une compagnie compétitive. Le gouvernement, il va dire, comment est-ce qu'on peut augmenter la compétitivité de nos compagnies? C'est une vertu. Donc, ce principe de compétition, d'apprendre comment être compétitif et comment gagner ce jeu de compétition, c'est important. Et ça structure cette organisation-là. Ensuite, on a le troisième secteur, qu'on connaît aussi bien, qui est le secteur social. Et dans ce secteur-là, on trouve les coops, les organisations à but lucratif, les ONG. Donc, c'est des structures légales qui existent de façon à ce qu'ils soient reconnus par nos institutions. Et là, le principe organisationnel dans ça, c'est la coopération. Alors, dans une coop ou dans une organisation à but lucratif, la vertu, c'est d'être coopératif. Comment est-ce qu'on peut entrer en lien? Comment est-ce qu'on peut développer des liens avec d'autres organisations de cette façon, de ce genre-là, mais aussi avec la communauté locale ou avec la population. C'est par développer des liens, par coopérer. Hein? Il y a aussi la notion de solidarité là-dedans. Et il y a un sentiment ici qu'on s'organise de façon différente, qui n'est ni coopératif ni compétitif. Okay? Et c'est ça qu'on veut faire surface. On va partir d'un exemple très simple qu'on peut s'associer. Donc, Anne, raconte-nous ton histoire. Tu te promenais sur la plage. C'est très simple. Oui. Quand on va à la plage, la plage ici à Verdun. La belle plage de Verdun. Puis au bout de quelques temps, vraiment pas beaucoup, j'ai remarqué que c'était pas propre, qu'il y avait plein de botches partout, puis bon, ça m'énervait un peu parce que je me disais, c'est là, puis ça s'en va direct dans le fleuve. Fait qu'une journée, je suis venue, puis j'ai ramassé des botches tout bonnement, j'ai pris mon petit sac, je l'ai mis au vidange. Je suis revenue le lendemain parce que j'avais pas fini, parce qu'il y en avait tellement, puis c'est grand quand même, toutes les sections. La deuxième journée, je refais la même chose, puis je prends ça en photo avant de le mettre au vidange. Et là, j'ai mis ça sur ma page Facebook, puis je l'ai mis sur Verdun en transition, je pense. Et là, j'avais des commentaires des gens, en plus des commentaires que j'avais sur la plage, tu sais, merci madame, bon, c'est le fun, puis bon. Puis là, sur les pages Facebook, les gens commentaient, tu sais. Puis il y a Céline Audrey qui a pris ça puis qui l'a mis dans Demain Verdun. Fait qu'encore là, plein de commentaires. Et puis, ben ça s'est organisé rapidement. Puis la première fois qu'on l'a fait, on a eu 51 personnes qui sont venues, qui ont répondu à l'appel. On a ramassé 15 livres de botches que j'ai envoyés chez Terrassic pour les faire recycler. Et puis, on a fini ça à brasserie tout le monde. C'était super festif. Puis j'ai rencontré plein de monde. Puis ça part ça part de rien, de pas grand-chose finalement, puis ça a pris des proportions. Donc, ça a l'air que c'est quelque chose de très low-tech. Hein? Ouais. Puis, on dit, ben, il y a 100 ans, on pouvait faire ça aussi. On pouvait aller à l'église, puis distribuer des pamphlets ou parler aux gens, puis ramasser 51 personnes. Vous étiez à peu près 51 personnes. Ouais. Puis on peut sortir dans la rue, puis poser une action concrète, laisser une trace dans la communauté, hein, produire un certain type de valeur. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, cette façon de faire, c'est pas unique. Puis, ça s'est fait par l'intermédiaire d'une technologie qui est Facebook. Mm-hmm. Okay? Vous n'avez pas créé une compagnie, là. Vous n'avez pas créé une organisation administrative. Ça s'est organisé de façon spontanée. Il y a un aspect viral là-dedans.
Et ce qu'on peut dire, c'est que, on revient à ce mot de stigmergie, hein, ça s'est organisé un peu comme les fourmis. Il y a une fourmi qui trouve de quoi, elle revient, elle laisse des traces, et par ces traces chimiques, les autres fourmis, elles retracent le chemin, et ils se coordonnent pour aller chercher cette ressource et faire quelque chose avec. Okay? Donc, il n'y a pas eu vraiment une assemblée générale avec un planning, comment est-ce qu'on va faire ça, où est-ce qu'on va faire ça, avec toute une bureaucratie lourde. Pas quelqu'un qui va diriger ses actions, les gens, ils prennent l'initiative, ils adoptent des comportements, ils continuent dans cette même voie-là. Oui, bon, ça se répand. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a quelques années, je pense qu'il y a 10 ans, l'Estonie, le pays de l'Estonie, qui sortait du communisme, son système social était à terre, il était falimentaire. Et il y avait pas mal de poubelles qui se ramassaient dans les villes, qui se ramassaient à l'extérieur, dans les parcs, dans les forêts, sur les autoroutes. À un moment donné, les gens, ils en ont eu marre, et donc ils ont créé une campagne sur Facebook, qu'ils ont appelée Let's Do It, pour nettoyer le pays en entier. Il y a eu à peu près 2 ou 3 mois de préparation. Les artistes ont embarqué. Et donc, ça s'est répandu comme un feu de paille. Et avec des téléphones cellulaires, les gens, ils prenaient des photos, ils géolocalisaient le tas de poubelles et ils ont organisé une journée de nettoyage. Avec toute une logistique, qui a un camion, qui a des sacs de poubelles, qui a des gants. Et des familles sont sorties, ils ont nettoyé un pays entier en 24 heures. Il y a plus ou moins la même chose on an ongoing basis en Algérie, l'Algérie propre. C'est la même chose. OK. Voilà. Donc ça aussi, ça s'est répandu. Sous la bannière du mouvement Let's Do It, je pense qu'il y a une vingtaine de pays qui le font régulièrement aujourd'hui. Et il y a d'autres gens qui ont décidé de donner un autre nom, mais la mécanique est la même. Est-ce que le gouvernement les a récompensés en leur donnant une partie de cet argent-là qu'ils ont économisé? Ah, la belle question. Ben voilà. Je cherche un modèle économique un peu, juste pour te donner comme un aperçu, mais continue justement. Ça. Mais c'est vraiment la question. C'est vraiment la question. Parce que la ville, elle reconnaît ses gestes. Okay? Mais est-ce qu'il y a une modalité pour récompenser ces gens-là? Si vous n'êtes pas organisé en OBNL, par exemple, une organisation qui peut avoir une interface avec l'institution, la ville. La ville, elle sait parler à ce genre d'organisation. Mais si vous êtes juste une gang sur Facebook, est-ce qu'il y a un moyen pour que la ville reconnaisse d'une certaine manière ce que vous faites? Et est-ce qu'elle peut redonner quelque chose? Est-ce que la ville peut dire, mais nous, on s'engage à donner des passes gratuits à la piscine ou à la bibliothèque ou accès à d'autres services de la ville à ces gens-là qui font ça? Il y a un blocage au niveau administratif. La bureaucratie ne peut pas dealer avec ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on est là pour discuter de ça, parce que ce geste que vous avez posé est certainement reconnu, parce que vous laissez des traces, c'est propre, okay? Mais il y a une paralysie au niveau des instances, au niveau des institutions, à faire quoi que ce soit avec ce genre de geste. Parce qu'il y a une incompatibilité du mode organisationnel. On veut donner une récompense aux gens qui ont fait cette action-là. Oui. Bon, mais la personne qui va donner la récompense va le donner à qui au juste? C'est ça. Ouais, C'est voilà. Au groupe Facebook, mais au fond, il n'y a pas de structure pour ça. Si on pense qu'il y a quelque chose de nouveau, qui n'est ni du privé, ni du public, ni du troisième secteur, on lui donne un nom du quatrième secteur ou autre, peu importe. Si on pense qu'il y a quelque chose de nouveau, mais que le gouvernement n'a pas encore le langage, n'a pas encore un schéma conceptuel pour traiter ce genre de choses. Mais comment est-ce qu'on fait pour l'indexer? Comment est-ce qu'on fait pour amener ce langage-là? Comment est-ce qu'on fait pour établir un processus de créer des lois autour de ça et créer des politiques qui vont aider ça? Les catégories existantes ne s'adaptent pas bien, pas du tout, effectivement, à ce qui se passe sur le terrain. Et donc, comme TB vient de formuler la question, comment est-ce que le gouvernement
pourrait appuyer, participer, selon le cas, dans des telles innovations, des telles expériences. Donc, on parle d'innovation sociale, un autre terme qui n'est pas c'est assez bien défini par Margie Mendel et d'autres, mais c'est une parapluie qui est très large, catégorie qui est très large. L'organisation du gouvernement est assez traditionnelle pour l'instant pour ne pas être en mesure de s'adapter. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train d'avoir des telles discussions dans les groupes Ottawa où je participe, soit comme député, soit comme ministre. Occupy Wall Street, if you remember that, was often asked, what exactly are you asking for? What are you demanding? And they refused to answer, and I think very intelligently, because anything that we propose to you is effectively asking permission, because there is an existing infrastructure system way of doing things, and this is effectively what Occupy Wall Street was protesting, was the system. À côté de moi, j'ai un appartement deuxième étage, j'ai 2 beaux arbres à côté de moi. Et le trottoir est assez large, mais il y a le trottoir, il y a la rue, et entre la rue, tout l'espace entre les arbres, c'est de l'asphalte. Pourquoi? So rather than go and ask the city for permission, j'ai déjà parlé à l'écoquartier, et il y a plusieurs gens qui veulent faire. Why can't I? Why don't I? Because it's cheaper, nicer. Just go out with a pick and a shovel, get rid of the asphalt, plant a few nice little shrubs. L'initiative, c'est ça, l'initiative. Yeah, why not? Because the city's already doing it in a bunch of places. Comment il s'appelle? Guillaume Lavoie, il a une phrase qui dit mieux, encadrer pour mieux permettre. C'est ça. Okay? Encadrer pour mieux permettre. Donc, on s'entend bien que les citoyens peuvent s'organiser puis faire quelque chose sans considérer les besoins des autres gens à côté. Ouais. Okay? Donc, si je casse le trottoir, peut-être que j'ai pas la bonne formation pour le faire, j'ai pas les bonnes compétences, j'utilise pas les bons matériaux, c'est pas selon les standards. Ouais. Donc, je crée un problème. Je pense que j'ai une bonne intention. Donc, Oui. la ville doit intervenir comme partenaire pour encadrer les choses. Mais, C'est ce qu'on a fait. Peut-être que ça va coûter moins cher. mais ce que je veux dire maintenant, c'est de sortir du cadre classique des choses. Oui. S'il y a un groupe d'êtres humains qui s'organise avec Facebook, puis il y en a une centaine qui veulent prendre en charge un parc, Oui. okay? S'ils ne sont pas une OBNL, s'ils ne sont pas une coop, Oui. mais veulent apporter une bonne action pour la ville, pour les citoyens, Mhm. et même faire sauver de l'argent à la ville. Oui. Comment est-ce que la ville intègre ces gens-là Je s'ils sont organisés seulement en... vais te le dire, parce qu'on En avait réseau. exactement ce problème-là. On a décidé de faire, on a mis 25 000 par année pour des projets citoyens. C'est comme ça qu'on a. Vous avez une bonne idée? Venez nous voir, on va vous donner 25 000 OK? Alors, on s'est dit, mais là, il fallait des OBNL parce qu'une ville n'a pas le droit de donner l'argent à un individu. Ah, voilà. Mais un groupe d'individus peut trouver une OBNL qui veut travailler avec eux. Donc, ça doit passer par une boîte. Si quelqu'un vient juste dans mon bureau et dit j'ai pas de structure, je suis comme je veux pas faire ça, ben là, c'est dur pour nous de voir. Puis, en ce moment, il y a quelqu'un qui est vraiment très impliqué à la Chine. Elle a pas de structure, puis elle veut pas devenir une OBNL. OK, intéressant. Ouais. Elle devrait être ici. Ah, ouais, elle devrait être ici, j'aurais dû l'amener. Ouais. Je vais pas dire son nom, parce que tout est enregistré. Mais c'est vraiment quelqu'un de très sympathique qui rassemble beaucoup de monde, font beaucoup de choses. Puis c'est vraiment extraordinaire. Alors là, elle est venue me voir dans mon bureau. J'aimerais ça avoir de l'argent pour acheter telle chose, telle chose, telle chose, Oui. pour donner. J'ai dit, mais je peux pas te le donner parce que t'es pas une OBNL. Je peux pas. Légalement, j'ai pas le droit. OK. Mais en même temps, parce qu'elle n'est pas une OBNL, elle peut pas avoir accès à nos locaux. Elle peut pas. Voilà. En tout cas. La formule est intéressante. Elle n'est pas rendue là. Peut aussi être, la ville n'est pas rendue là à accepter des gens comme ça. Légalement, comme- c'est la seule personne qu'on ou a le à la système- ville. Ou le système légal. Oui. Mais c'est comme,
faut considérer que la proposition peut être inversée aussi. Mais vous savez, on donne l'argent, le 25 000 puis on dit aux gens, proposez-nous quelque chose. Personne, juste les individus comme ça, là, c'est très rare. Finalement, c'est les OBNL qui nous proposent des choses. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la ville a une façon de fonctionner, il y a une bureaucratie en place. Et donc, on sait comment parler aux OBNL. Oui. OK? Et donc, s'il y a un collectif d'êtres humains qui s'organise quelque part, Oui. qui se donne quand même une gouvernance, des règles de jeu, Oui. qui se donne des outils de travail, tout ça, Oui. ils doivent passer par une interface classique pour communiquer à la ville. Ces réseaux, Oui. ils s'outillent avec des programmes informatiques pour faire de la gestion de projet. OK. Ils se donnent des règles de gouvernance, existent en tant que collectif non formalisé. OK. Et des fois, on peut avoir plus confiance dans ce genre de rassemblements-là qui sont bien structurés, avec des règles, avec des outils de gestion de projet, des outils de gestion de ressources. On peut faire même plus confiance à ces choses-là que dans une organisation bien formée de type OBNL ou quoi. Les réseaux ouverts sont capables de faire des choses extraordinaires. Donc, l'Internet, par exemple, fonctionne sur Linux, qui est fait par un tas de gens à travers le monde. Il y a les gens qui développent tout ça, des fois, ils ne se connaissent même pas. Et voilà qu'on est capable de construire quelque chose d'énorme, okay? Quelque chose de très stable, de très solide, et on fait assez confiance pour faire rouler l'Internet. Okay? Donc, la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on ne peut pas se donner des critères à regarder à l'intérieur de ces réseaux-là? Et même s'ils n'ont pas une coquille légale autour, leur façon de fonctionner, ça nous inspire de la confiance et que la ville peut dire, et voilà, je mets un peu de cash là-dedans. Parce qu'il y a de la transparence au niveau du fonctionnement, parce qu'il y a de la transparence au niveau de l'utilisation de ressources, parce qu'il y a de la transparence au niveau de la méthodologie de travail. On peut avoir un œil là-dessus, c'est pas une boîte fermée. Hein? Et donc, de le reconnaître comme une organisation à part entière, sans coquille légale autour. Au revoir. Tu parlais tantôt des logiciels libres de Linux qui sont à la base d'Internet. Moi, je travaille chez Savoir-Faire Linux, comme Cyril aussi, depuis un bon moment, donc j'ai une bonne vision là-dessus. Ce que je voulais ajouter, oui, au tout début, c'était un projet purement bénévole. C'est un étudiant qui a développé un logiciel chez lui à la maison. Il était passionné. Tu parles de Savoir-Faire Linux, juste pour mettre un peu le oui. Linux. Moi, je parle de Linux plus en général. Ah, Linux plus en général, ok. Tout à fait, je parle de Linux. Aujourd'hui, tout Internet est fondé là-dessus. Linux, mais aussi un ensemble de logiciels libres, de serveurs, web, réseaux. Il développait ça chez lui. Pardon? Il développait ça chez C'est lui. ça, il a développé ça chez lui. Par contre, le fait qu'aujourd'hui, ce sont des logiciels qui font fonctionner l'ensemble d'Internet, il y a quand même des organisations bien structurées. On a la Linux Foundation, qui est un organisme sans but lucratif, il est légalement enregistré, et il y a des grandes entreprises qui vont contribuer à la Linux Foundation. Il y a des petites entreprises qui vont contribuer à la Linux Foundation comme ça. À partir d'une certaine échelle, lorsqu'un projet devient assez complexe, ça prend nécessairement une structure, alors qu'on l'appelle organisme sans but lucratif, coopératif, ça prend une structure qui répond effectivement à la législation, parce que vous connaissez la Linux Foundation, Linux est partout, il y a des montants importants en jeu. Vous voyez, à mon avis, je pense qu'il y a une certaine forme d'organisation qui est quand même indispensable, mais ce que Cyril disait tout à l'heure, c'est que effectivement des fois la législation ne suit pas l'évolution rapide, mais ça prend une certaine forme de législation, selon moi, sinon ça laisse la porte ouverte à toute forme d'abus, de choses illégales ou même malhonnêtes qui viennent annuler ou vont à l'encontre des objectifs positifs, des objectifs nobles des gens, que ce soit pour écrire des logiciels, pour amasser des mégots, pour verdir des rues. On a besoin d'un cadre légal. Je pense qu'on s'entend ici. Pour exister en ce monde, on a besoin d'un cadre légal. C'est pour ça qu'on a nous-mêmes, notre réseau, il s'est donné des cadres légaux à l'extérieur de l'interface. La question, c'est quel est le rôle de ces cadres légaux et où est-ce qu'on les met? Je veux dire, je peux arriver, lire le code Linux, puis me mettre à faire une nouvelle fonctionnalité pour Linux, sans demander permission à qui que ce soit. Et donc, les gens qui développent Linux, le logiciel, que ce soit des entreprises ou les employés de certaines entreprises ou que ce soit un gars dans son sous-sol, ne sont pas des membres, ni employés, ni des membres quelconques de cette organisation
de fondation Linux. OK? Donc oui, il y a une fondation, il y a un cadre légal, mais qui est mis quelque part comme à la périphérie d'un grand réseau ouvert qui s'organise selon ses règles. OK? Et il y a une permission d'aller contribuer à ça. Je ne dois pas demander la permission à quelqu'un pour le faire. En fait, Oui. dans la gouvernance des logiciels libres, vous n'avez pas besoin de demander la permission, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ça. Et rien ne garantit que ça va être accepté. Il y a quand même Voilà, une bien sûr. Il y a une structure assez bien organisée. C'est ça. Il y a Linus Torvalds au-dessus, il y a des entreprises, tout ça. Puis, C'est ça. en général, les gens qui se lèvent comme ça disent, moi ce soir je veux contribuer, j'ai le droit, hein. Je peux forker ça, l'utiliser chez moi, mais Exactement. il y a très peu de chances que, comme ça, un individu peu connu fasse une contribution qui soit incluse dans le mainline kernel, dans le logiciel. Oui, donc il y a un processus de filtrage. Il y a un processus De gouvernance. Il y a un processus de gouvernance. Exactement. Donc si on va dans le cadre de la ville, Oui. je me dis, mais pourquoi la ville n'est pas permissive? Je prends mon pic et je vais aller arranger mon trottoir. Oui. Dans le cas de Linux, bon, je peux le faire parce que c'est dans le virtuel. Ici, si je commence à casser le trottoir, je pose un acte concret. Hein, ça peut aller dans le mal. Mais il y a quand même un parallèle. Ça veut dire, dans Linux, si je fais du nouveau code, il y a un processus en place et ça peut se retrouver dans la distribution. Tout à fait. OK? Est-ce qu'on trouve l'équivalent à la ville? Est-ce qu'on trouve l'équivalent à la ville pour dire, on est une gang de personnes, puis on veut transformer ce parc, hein, on s'enligne dans un processus qui est là, qui nous attend. Il y a un processus en place qui nous attend, et on va le faire nous-mêmes, avec nos pelles, sans nécessairement passer par la ville et par les contracteurs de la ville. OK? Donc, on n'est plus dans une relation de consultance, on dit à la ville qu'est-ce qu'on veut, ou la ville nous demande qu'est-ce qu'on veut, on le fait. Mais pour se connecter à des institutions classiques, on a créé une organisation administrative comme interface légale. Donc, si on veut parler au gouvernement, on dit, ben voilà, il y a une OBNL, vous parlez à cette chose-là. Ils reconnaissent. Le problème, c'est que quand on fait des demandes de subvention, il faut remplir des cases. Votre OBNL, elle a combien d'employés? Il y a combien d'argent qui roule à l'intérieur de votre OBNL? Et ça s'avère que toute l'activité économique du réseau est faite par des gens qui ne sont pas des bénévoles, mais qui sont des affiliés à un réseau ouvert. Donc, on peut faire un tas de choses sans dépenser de l'argent et sans avoir des employés. Et donc, quand on remplit ces cases-là, puis dire votre OBNL a combien d'employés, puis on dit pas d'employés, et qu'on dit combien d'argent passe par votre OBNL, puis on dit 2000 $ par mois, alors on veut avoir un projet de grande envergure de 8 millions de $, on n'est pas crédible. Donc, en remplissant les cases, cette interface-là qu'on utilise pour entamer une discussion n'est pas prise en sérieux parce que l'activité économique ne se trouve pas dedans. Et donc là, on se fait refuser parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans cette OBNL parce que c'est pas de même qu'on fonctionne, parce que si on fait ça, on nous tue. Une affaire qui me dérange là-dedans, c'est que les OBNL n'ont pas le droit de se consacrer plus que 10% de leur activité à une mission politique, par exemple. Donc, le fait qu'on rentre dans une OBNL ou à travers une interface d'OBNL, on vient finalement contraindre sérieusement le fait qu'on soit politique ou pas politique. Là. Alors, c'est un enjeu. Moi, je suis chef d'entreprise. Le contrat salarié n'est plus adapté. Les hiérarchies, elles sont en train de disparaître. Je parlais à un prof, je commence à parler d'un sujet, j'ai tous les élèves très vite, ils en savent plus que moi. Et moi, quand on se réunit dans mon travail, la liberté individuelle est super importante. Alors moi, je suis sûr que j'ai plein de geeks logiciels pour eux, c'est très important. Puis à la fois, tu disais, on est une entreprise. Je suis obligé de choisir leur corporation avec des règles. Le droit syndical n'est pas adapté. C'est super important pour moi de pouvoir comment dialoguer. J'ai plus des salariés comme avant. C'est pas un lien de subordination maintenant. J'ai que des citoyens quand même éduqués qui se sentent. Et j'ai une organisation qui n'est pas adaptée pour que je crée de la valeur avec ce que me proposent les nouvelles technologies. Et moi j'attends, je m'excuse, je reviens au légal parce que moi je sais que le légal c'est très important, c'est très ennuyeux, mais c'est très important parce que nous, quand on parle de notre liberté, en fait on est déterminé par les règles dans lesquelles ces libertés s'exercent.
Et donc, c'est en changeant les libertés, il me semble, c'est le droit qu'on ouvre des nouveaux espaces de liberté. Et je voulais témoigner que moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas les outils légaux pour organiser le travail dans le cadre de l'économie numérique qui est en train de s'affirmer. Et c'est pour ça que je me tourne vers mes élus. Il faut inventer des nouvelles entreprises. C'est aussi des entreprises lucratives. C'est pour faire de l'argent, c'est pour faire des profits. Est-ce que tu peux Mais nommer... moi, je vais te donner un exemple. Quand je fais un logiciel libre qui crée de la valeur pour mes clients, il est publié, comme c'est un logiciel libre, il est publié et d'autres vont l'utiliser. C'est aussi un bien commun que d'autres entreprises vont pouvoir utiliser. C'est une très grande valeur pour ma communauté, ça. Je développe un système de communication distribué qui va permettre aux gens de communiquer. C'est incroyable. Tout le monde peut le prendre, le modifier, l'adapter. Oui. Et ça ne m'est pas reconnu. Oui. J'ai pas d'outils. Le droit syndical est complètement inadapté. Il date d'un autre siècle, même de 2 siècles. Il faut qu'il change. J'ai besoin d'outils pour organiser le dialogue social. Il y a de la conflictualité, il y a des rapports de force. Je ne suis pas outillé pour créer de la valeur dans le monde numérique actuellement. Je voulais juste témoigner. J'ai pas les réponses, mais c'est un problème. Oui, mais ça se travaille. Oui. Et il faut être audacieux. Il faut être audacieux. Il faut être innovant. Si on pense qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il n'est ni du privé, ni du public, ni du troisième secteur, on lui donne un nom du quatrième secteur ou autre, peu importe. Si on pense qu'il y a quelque chose de nouveau, mais que le gouvernement n'a pas encore le langage, n'a pas encore un schéma conceptuel pour traiter ce genre de choses, et comment est-ce qu'on fait pour l'indexer? Comment est-ce qu'on fait pour amener ce langage-là? Comment est-ce qu'on fait pour établir un processus de créer des lois autour de ça et créer des politiques qui vont aider ça? Les catégories existantes ne s'adaptent pas bien, pas du tout, effectivement, à ce qui se passe sur le terrain. Et donc, comme Tibi vient de formuler la question, comment est-ce que le gouvernement pourrait appuyer, participer, selon le cas, dans des telles innovations, des telles expériences? Donc, on parle d'innovation sociale, un autre terme qui n'est pas c'est assez bien défini par Margie Mendel et d'autres, mais c'est une parapluie qui est très large, catégorie qui est très large. Donc, en employant les exemples qu'on a déjà, c'est facile pour moi en tant que député d'aller chez Northman et dire, OK, on pourrait trouver une enveloppe parce que vous êtes une XY, un incubateur, un espace pour l'innovation. Ça tombe plus ou moins dans un ministère, un département connu. Je peux recevoir des gens des co-ops, ce que je fais régulièrement, et on peut dire, OK, on peut aller peut-être chercher l'argent dans un autre ministère, donc le ministère du Jean-Yves Duclos, qui pense plutôt aux autres formes d'organisation. Puis on arrive avec un projet qui ne tombe pas ni l'un ni l'autre. Donc, ne tombe pas dans des catégories connues. Pas dans le ministère de l'Innovation, pas dans le ministère du Duclos. Et il y avait plusieurs rebondissements entre les deux ministères. L'organisation du gouvernement est assez traditionnelle pour l'instant, pour ne pas être en mesure de s'adapter. Mais ce qui est à la mode dans les villes partout, et le gouvernement est impliqué, c'est de financer, par exemple, Northman House, ou des laboratoires, maisons d'innovation sociale, ici à Montréal, etc. Mais eux, ils sont recognizable. Il y a une forme. Ils sont un peu déjà institutionnels. Oui, c'est ça, oui. Alors, ils peuvent être subventionnés par le gouvernement, appuyés, parce qu'il y a cette forme. Oui. Et même avec les VCs, les incubateurs partout. Est-ce que ça, c'est troisième secteur? Non. Est-ce que c'est deuxième secteur, privé? Oui et non, peut-être, etc. Alors, c'est early examples. Mais quand on parlait de bénévolat, c'est fort probable qu'une partie de la solution au long terme va être une revenu de base garantie.
Parce que dans les endroits où les pays, les projets pilotes, quoi que ce soit, où ça a été essayé, il y avait une augmentation dans la quantité de bénévolat dans la société. Donc, ça c'est juste une parenthèse. One of the things that has been, qui était un problème, un enjeu dans la subvention des arts et de la culture au Canada, était que c'était fait depuis une vingtaine d'années au moins, basé sur ce qu'on appelle program funding. You have programs that you fund and you submit submissions for them. Et de plus en plus, à cause de la numérique, le Conseil des arts du Canada a de la difficulté avec des cross-programs, transversal, trans-contextual, emergent art and culture initiatives. Et moi, je trouve absolument merveilleux. Ils ont créé, je crois grâce à ce gouvernement libéral, un fonds assez important qui s'appelle Digital Strategy Fund. Je crois que c'est à peu près 200 millions pour effectivement favoriser ceux qui ne fit pas déjà ou qui amènent des bénéfices à un secteur dans tout son écosystème. Je respecte aussi les valeurs, diversité, C'est très intéressant et c'est peut-être un modèle pour le gouvernement. And my question to you would be, is there any possibly, eventually, multidisciplinary department in the Government of Canada where some kind of initiative for that, for new economic experiments like UBI, is being discussed, or could some form of multidisciplinary agency to do those kinds of things, to take us out of late stage, or to look at the future of what comes after late stage capitalism? Yeah, maybe. Maybe. It has to be multidisciplinary. Oui. On a réussi aussi avec les fonds pour le chantier d'innovation, où on donne de l'argent au chantier et ils peuvent distribuer de façon plus flexible. Mais vous avez raison de dire que l'ordre du jour pour le gouvernement fédéral, c'est les subventions à travers la programmation. Et il faut être plus flexible dans plusieurs domaines. Donc même dans les agences de base de recherche, ils poussent vers la multidisciplinarité, mais c'est imparfait. Moi, j'aimerais voir un département uniquement pour l'innovation, donc intelligence artificielle, etc., mais aussi un autre ministère pour l'innovation sociale, qui pourrait être le 4e secteur, qui pourrait être plus flexible dans la façon dont le gouvernement participe dans les telles démarches. One thing that you can do, and this goes back to my previous life as an academic, is really begin to not just have an understanding of what your social norms are, because it was a well-known phenomenon in intellectual property that the social norms on the ground were often more accurate in tracking and regulating and organizing what happened than the law, because there would always be a time lag in the law. And often the law would do unnecessary damage, but the social norms would actually work. Rap music, there were social norms on what you could take and what you couldn't take that were far more accurate and just than what copyright was doing. So try to identify your social norms and institutionalize them, because it takes more time for governments to get there. Donc, si vous êtes en mesure d'identifier ce que vous êtes en train de faire, comment ça s'organise, parce que des fois, il y a une organisation organique qui est en train de se faire, soit dans l'économie des taxis ou quoi que ce soit, ça pourrait aider à s'insérer dans le cadre des normes formelles du gouvernement. On va mettre en place des activités citoyennes rendre la ville un peu plus participative. Donc,
il y a l'idée de consultance. La ville fait quelque chose en consultant ses citoyens. L'idée de participation, c'est laisser les citoyens prendre des décisions puis prendre des actions aussi sur le terrain. Donc, c'est quelqu'un à la municipalité qui pratique un peu le quatrième secteur. Ça veut dire on reconnaît ce genre de réseau, ce genre de formation socio-économique sur le terrain, et vous essayez quelque part de les aider ou de faciliter leur travail. On le fait en ce moment. On essaie de voir comment on peut créer une gouvernance mixte avec les citoyens. On se posait la question s'il y a ce genre de nouvelles formes d'organisation qui sont des communautés ouvertes, des réseaux qui se coordonnent à l'aide de ces technologies Facebook ou d'autres sortes d'infrastructures. On a parlé un peu de la blockchain, qui ne sont pas reconnues. Comment est-ce qu'on peut hacker, par exemple, le gouvernement fédéral pour qu'il puisse reconnaître ce genre de formation socio-économique de la même façon qu'on reconnaît le secteur social, de la même façon qu'on l'a créé, qu'on a créé des ministères, qu'on l'a fait exister, qu'on a créé un langage. Bon, mais ce quatrième secteur qui est émergent, qu'on est en train d'essayer de comprendre c'est quoi, ben, vous, ce que vous faites, en fait, vous essayez de lui faire une place dans la structure municipale. Oui. Et avec David, on se demandait comment est-ce qu'on peut lui faire une place dans la structure du gouvernement fédéral. Ce que vous nous êtes en train de dire, c'est que la ville a une façon de fonctionner, il y a une bureaucratie en place. Et donc, on sait comment parler aux OBNL. Oui. OK? Et donc, s'il y a un collectif d'êtres humains qui s'organise quelque part, qui se donne quand même une gouvernance, des règles de jeu, qui se donne des outils de travail, tout ça, ils doivent passer par une interface classique pour communiquer à la ville. Oui, mais c'est pas grand-chose. Hein. Devenir une OBNL, c'est 175 par année. Je comprends. Puis tu signes un document, puis tu deviens une OBNL. Puis là, on est capable de vous donner de l'argent. Je comprends. Mais ce qu'on discute ici, c'est que des fois, ces réseaux, ils s'outillent avec des programmes informatiques pour faire de la gestion de projets. Ils se donnent des règles de gouvernance, existent en tant que collectif non formalisé. Et des fois, on peut avoir plus confiance dans ce genre de rassemblements-là qui sont bien structurés, avec des règles, avec des outils de gestion de projet, des outils de gestion de ressources. On peut faire même plus confiance à ces choses-là que dans une organisation bien formée de type OBNL ou quoi. Toute la corruption passe par ces canaux classiques. Okay? Mais de l'autre côté, on sait bien que les réseaux ouverts sont capables de faire des choses extraordinaires. Donc, l'Internet, par exemple, fonctionne sur Linux, qui est fait par un tas de gens à travers le monde. Il y a des compagnies privées qui se mettent là-dedans. Il y a quand même des organisations qui vont jouer un peu faire un peu de l'arbitrage là-dedans, des fondations et tout ça, mais les gens qui développent tout ça, des fois, ils ne se connaissent même pas. Et voilà qu'on est capable de construire quelque chose d'énorme, quelque chose de très stable, de très solide, et on fait assez confiance pour faire rouler l'Internet. Donc la question qu'on se pose ici, c'est est-ce qu'on ne peut pas se donner des critères à regarder à l'intérieur de ces réseaux-là? Et même s'ils n'ont pas une coquille légale autour, leur façon de fonctionner, ça nous inspire de la confiance et que la ville peut dire, et voilà, je mets un peu de cash là-dedans. Parce qu'il y a de la transparence au niveau du fonctionnement, parce qu'il y a de la transparence au niveau de l'utilisation de ressources, parce qu'il y a de la transparence au niveau de la méthodologie de travail. On peut avoir un œil là-dessus, ce n'est pas une boîte fermée. Hein? Et donc, de le reconnaître comme une organisation à part entière, sans coquille légale autour. Vous ne pouvez pas vous imaginer que vous avez un pouvoir incroyable que vous ne savez pas que vous avez parce que personne ne vous le dit. Parce que si vous allez avec quelque chose de concret, là, disons que vous écrivez une résolution, moi je peux vous donner les bases. Comment faire une résolution, comment faire une pétition. Si 25 personnes signent une pétition qui est bien faite, là, qui est polie, qui demande quelque chose, ben vous le donnez à David, puis il n'y a pas le choix, il faut qu'il se lève. Hein? Parce qu'au conseil municipal, les gens ne nous demandent pas des choses. Moi, j'ai demandé une chose, j'ai demandé de nettoyer le ruisseau Bouchard, puis je suis devenue mairesse. C'est à ce point-là qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent des choses. Tu sais, c'est comme... Si vous... Il faut faire attention à ce que vous demandez. Il faut demander... Donc, c'est un vecteur pour nous de hacker le système municipal, d'une certaine manière, hein, de se mettre en gang puis faire des pétitions pour être reconnu en tant que réseau. Mais vous n'avez même pas besoin de faire la pétition, juste il faut faire une résolution.
Là, une fois qu'ils sont saisis de la résolution, ils doivent vous répondre. Oui. Il y a des méthodes de comment la faire, la résolution. Vous pouvez suivre, il y a des modèles. Une de mes questions, c'est ça. Il y a des modèles. Il y a des modèles pour ça, disponibles. absolument, Oui, bien sûr. absolument. I've been mayor now for 2 years and no one's brought me a resolution. And yet Ouais. that's what you can do. You can write resolutions, do petitions. If you go online to see what most petitions are about, they're all about we want more money. We want more money for this, we want more money for that. But what about we have this great idea and let's do it together. You need 25 signatures for your deputy to get up, and he has no choice. He has to stand up and read.